Bienvenue dans les Arcades digestives, le podcast qui parle de cancérologie digestive. Ici, nous laissons place à l'échange, à l'humain, au débat. Produit par la Fondation Arcade, nous réunissons des experts, des professionnels de santé, des chercheurs, des patients autour de la thématique de la cancérologie digestive et du système de santé dans ces cancers. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Arcades digestives et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir deux médecins au parcours différents, David Malka et Michel Lozana, sur le thème du registre national des cancers. Alors David, tu es oncologue, hépato-gastro-entérologue et responsable du département d'oncologie à l'Institut Montsouris et tu es également le président du conseil scientifique du GERCOR. Michel, tu as de nombreuses casquettes. Tu es médecin généraliste, ancien maire de Bonne-Encontre dans le Lot-et-Garonne et député de la première circonscription du Lot-et-Garonne depuis 2017. Tu es membre de la commission des affaires sociales et président du groupe d'études cancer à l'Assemblée nationale et tes principaux travaux portent sur l'égal accès au traitement en cancérologie ainsi que sur la prise en charge des cancers pédiatriques et le financement de la recherche et de l'innovation. Ma première question, Michel, va être pour toi. En juin 2025, tu étais rapporteur de la proposition de loi sur le créant un registre national des cancers qu'il faut souligner a été adopté à l'unanimité. Et depuis quand et pourquoi tu as décidé de porter cette proposition de la sénatrice Sonia de la Prévôté ? Donc Sonia l'avait fait voter en 2023 déjà au Sénat. Et donc en tant que président du groupe d'études cancer, évidemment, l'exploitation des données qui vont maintenant être possibles avec les nouvelles technologies numériques, IA ou autres, on sait que ça sera majeur pour la recherche, en particulier l'épidémiologie, et que donc il fallait qu'on ait maintenant un registre national alors que nous n'avions que des registres départementaux ou régionaux et qui ne couvraient pas donc tout le territoire. Donc il était majeur maintenant de pouvoir avoir un registre national pour recueillir un maximum de données. Je dois dire que ça a été voté à l'unanimité, mais surtout ça a été voté dans les mêmes termes que le Sénat, et ça a été un combat parce que les députés voulaient rajouter leur grain de sel, entre guillemets, mais ça a permis de pouvoir l'exploiter très vite, puisque depuis janvier, maintenant, normalement, il est lancé. Merci. Et alors David, quand on est médecin, on est sur une pratique très localisée. Comment est-ce que tu perçois cette loi et qu'est-ce que tu en attends ? Alors en tant que médecin, cancérologue, chercheur, on ne peut que se féliciter de tout mouvement national décidé à l'unanimité par le politique pour aller vers une meilleure épidémiologie, une meilleure connaissance, en l'occurrence des cancers, et une épidémiologie de précision. Mieux connaître des zones qui, jusqu'à présent, étaient peu ou pas explorées, y compris des zones très peuplées comme l'Île-de-France, ou des zones sensibles, par exemple proches d'expositions personnelles ou professionnelles à de potentielles substances nocives, cancérogènes, des sites CVE2, on parle des pesticides, on parle des engrais, etc. Ça va forcément dans le bon sens pour le médecin et chercheur que je suis. Alors, l'honnêteté oblige à dire que dans le soin quotidien, à l'échelon du département d'oncologie dont je m'occupe, d'une commune, fût-elle Paris, d'une communauté de communes, en tout cas dans ce qui concerne son tissu sanitaire, ça n'impacte pas directement la prise en charge du patient au jour le jour en consultation. En revanche, ça peut impacter évidemment et orienter des décisions de santé publique au niveau national. Je vous donne un exemple. Le dépistage du cancer colorectal, dont c'était le mois, mars bleu dernièrement, dépiste des darons, vous avez tous vu cela. Faut-il le rendre plus précoce ? Y a-t-il une augmentation des cancers colorectaux chez les sujets jeunes en France, comme signalé dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis? Dispose-t-on de données fines et récentes et nationales qui permettraient par exemple de suggérer aux politiques d'avancer ce dépistage à 45 ans, voire 40 ans,
Voilà ce que peut faire un registre national des cancers précis et réactif. Merci David et merci de souligner la campagne Dépister Daron. Et d'ailleurs, on peut remercier Michel parce que grâce à toi, l'Assemblée nationale a été illuminée en 2025 pour la première fois en bleu, en mars 2025. On a réitéré en mars 2026 et je pense que ça prouve un peu le fait que les pouvoirs publics prennent conscience de ce cancer colorectal et malheureusement du trop peu de personnes qui se font dépister, mais ça fera l'objet justement d'un autre épisode de podcast. Michel, est-ce que cette loi finalement répond aux attentes de David et évidemment de l'ensemble de la communauté des médecins? Et plus largement, est-ce qu'elle répond aux attentes des patients, des citoyens? En tout cas, il faut l'espérer. En tout cas, pour les médecins, les chercheurs, je pense que c'est utile maintenant d'avoir des données beaucoup plus fines. Et sa demande, je crois, a été entendue parce que j'en ai discuté. Vous savez que ce registre national des cancers va être porté par l'INCa, l'Institut national du cancer. Et donc, ils m'ont assuré que justement, il y aurait un focus sur ces zones-là qui étaient très mal connues, les zones urbaines denses. Et je crois qu'ils vont prendre le 93 pour faire le focus là-dessus. Et une zone à côté de Céveso2, je crois que c'est du côté de Marseille, par là, je ne me souviens plus exactement, mais où il y a une usine Céveso2 pour voir quelles étaient les implications locales. Évidemment, ce registre a pour but de servir les chercheurs et les médecins. Dans un premier temps, l'épidémiologie, ça peut permettre de savoir les émergences plus tôt, donc le dépistage, les facteurs de risque peut-être, tout ça, ça sera le but aussi du registre. Mais je pense que plus loin, et c'est l'ambition quand même de l'INCa, voir comment les traitements se traduisent, comment on peut améliorer, en tirer des leçons aussi sur les traitements. Peut-être pas les séquelles parce que c'est encore plus tardif, mais dans un deuxième temps, en tout cas, avoir aussi un focus sur les traitements. Donc l'enjeu, c'est vraiment la remontée d'un maximum de données. Et ça ne va pas être facile. Il faut qu'elle soit fiable, suffisamment rapide, je crois qu'il l'a dit, et pour pouvoir donc exploiter et surtout la mettre à disposition des chercheurs et des médecins. Et justement, sur la remontée, David, donc en tant que médecin, c'est vous aussi qui faites remonter les données. Est-ce que tu penses qu'il y aura une bonne complétude? Enfin, peut-être que ça va vous apporter aussi un petit peu de travail en plus, un peu une lourdeur administrative aussi qu'on entend souvent chez les médecins. Ça fait partie évidemment des interrogations, voire des inquiétudes de certains dans le débat public qu'il y a eu dans la communauté scientifique, épidémiologique, cancérologique et aussi dans la communauté politique. Est-ce que le mieux pourrait être l'ennemi du bien? Est-ce qu'à vouloir bien faire, on va vouloir trop faire? Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Je pense qu'il faut s'appuyer sur des outils déjà très performants dont dispose la France. Le Système national des données santé, le SNDS, alimente beaucoup de choses. La plateforme de l'INCa qui couvre déjà plus de 10 millions de personnes est un bel outil. Et en fait, si l'on arrive à passer d'un travail formidable des réseaux existants, mais assez artisanal et reposant sur le travail sans relâche d'épidémiologistes, etc., à quelque chose de beaucoup plus automatique, passif, avec un coût marginal faible, tel que les remontées automatiques dans le SNDS et l'agrégation, en fait, dans un véritable entrepôt de données de santé de plein de sources différentes, on arrivera à de l'épidémiologie de précision, c'est-à-dire à pouvoir agréger avec une granularité jamais atteinte des choses apparemment très disparates. Et par exemple, ne pas se contenter de dire, voilà, il y a tant de nouveaux cas, ou il y a tant de cas présents à un moment donné, ou il y a tant de cas mortels, mais aussi, allez, rêvons de dire, voilà, je peux avoir une idée assez fine de l'exposition à des substances potentiellement cancérogènes connues ou même non suspectées, identifier des signaux faibles, se servir du côté positif de la boîte noire de l'intelligence artificielle qui va peut-être faire remonter des signaux insoupçonnés.
le mailler avec, mettons par exemple, les données socio-économiques d'accès aux soins, d'égalité des soins sur des territoires, éventuellement petits, choisis ou plus larges. Bref, de pouvoir aller vers... on parle beaucoup de la médecine de précision en cancérologie, qui est une des grandes révolutions de la cancérologie du XXIe siècle, mais d'aller vers une épidémiologie de précision. Et la période récente du Covid nous a appris que quand on a des bons épidémiologistes, on soigne mieux et on décide mieux quand on est politique. Et alors, Michel, la France finalement a été un petit peu en retard face à ses homologues européens. On était un peu un des pays à ne pas avoir de registre national. Donc on va récupérer ce retard, mais est-ce qu'on va pouvoir aller même au-delà, plus loin, et grâce à l'IA, qui est aussi un sujet qui est extrêmement important et qui peut sans doute aider. C'est le but, j'allais dire, premier. Mais pour répondre à ce qu'il a dit, il a absolument raison. Je voulais dire d'ailleurs que Sonia de la Pourvoté, elle s'occupait déjà d'un registre. Donc elle connaît très bien le mécanisme ou autre. Et elle a été vraiment très précautionneuse quant à l'exploitation des anciennes données, des anciens registres. Il est très important de les intégrer parce que les registres, s'ils étaient faits un peu artisanalement ou autre, c'était des données fiables. Et donc, il y avait des remontées qu'il ne faut pas négliger. Donc ça va être très intégré parce que c'est remonté au niveau de l'INCa et c'est une remarque voilà, à laquelle il fallait répondre absolument. Et c'était même une crainte que ça soit noyé, que ça disparaisse. En fait, non. Dans un premier temps, au moins, ils vont être intégrés, ces anciens registres, si j'ose dire, vont continuer, pour pouvoir servir aussi de référence pour voir la fiabilité des remontées dans le nouveau registre, pour essayer justement d'éviter un peu ce qu'il a dit, de vouloir faire trop bien et de faire mal, en fait. Et donc, c'est important qu'on continue avec ces registres-là, qui vont servir vraiment de référence. Et donc, je crois que l'INCa pourra en tirer d'abord des enseignements. Et ensuite, maintenant que ce registre va être au niveau national et surtout avec de nouveaux moyens, et l'INCa a déjà une vision, parce qu'il a raison, il y a déjà un registre au niveau de l'INCa qui remonte le CNDS et qui agrège déjà d'autres, pas mal de données. Mais là, c'est encore aller plus loin et surtout après, c'est le traitement derrière qui va être à nouveau facilité, en tout cas on l'espère, et qui pourra donc donner des données plus précises, aller dans ce qu'on appelle la granularité en effet, et c'est le but, voilà, d'être à la fois au service des chercheurs et des médecins, et pour aller de plus en plus vers de la précision, de la médecine de précision. Et alors David, parce que tu fais de la recherche à côté, est-ce que ces registres pourront aider dans des collaborations déjà au niveau national et peut-être au niveau international, avec un maillage avec d'autres registres? Et est-ce que ça pourrait aider sur des politiques de santé publique? Mais oui, parce que la santé est mondiale, hein, One Health, et je vois mal comment, si l'on parvient à ce beau registre national du cancer, et à circonvenir aux inquiétudes et interrogations que peuvent avoir certains en disant est-ce que le mieux ne va pas être l'ennemi du bien, est-ce que les Français ne sont pas trop ambitieux comme souvent, en tout cas les détracteurs le reprochent, ou est-ce qu'on va dire la France avait raison, comme on dit actuellement, est-ce qu'on ne va pas aller vers un effet Concorde, c'est-à-dire le plus bel avion du monde, mais voilà, qui ne fonctionne pas dans son modèle. Donc si on évite ces écueils, et espérons qu'on y parviendra tous, hein, politiques, épidémiologistes, chercheurs, décideurs, etc. Oui, bien sûr, on peut imaginer, par exemple dans une logique européenne, de pouvoir produire des données nationales, internationales, de les mailler ensemble, d'échanger ensemble dans une fertile porosité. Voilà, donc oui, j'appelle ça de mes voeux, bien sûr. Et même, on pourrait dézoomer et dire que c'est aussi un formidable laboratoire in vivo d'un registre national français consacré au cancer, mais j'imagine que si ça fonctionne très bien, mes collègues cardiologues, neurologues, psychiatres
aurait envie d'avoir un aussi bel outil pour les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives ou les maladies mentales. Bien sûr. Et on pourrait même croiser Et on pourrait ces croiser, registres. ce qui serait évidemment intéressant. Alors, donc la loi, elle vient d'entrer en vigueur. Finalement, quand est-ce qu'on aura des données suffisantes pour pouvoir commencer à travailler? Parce qu'on est sur un temps long. Alors, la recherche est un temps long, donc on peut se comprendre, mais on a quand même des attentes qui sont fortes. Moi, j'ai interrogé Lenka là-dessus. Et je reviens d'ailleurs sur une parole qu'il a dite tout à l'heure, c'est les moyens quand même. C'est important. Si on ne donne pas les moyens de mettre en place quelque chose déjà de bien conçu, voilà, bien exploité, on risque de se planter. Et mon rôle, c'est aussi d'insister auprès du ministère là-dessus. J'ai porté des amendements pour que les financements soient à la hauteur la première année, mais il va falloir continuer là-dessus, parce que je pense que tout le monde est preneur de ça. Donc, quand c'est qu'il va y avoir les premiers résultats? Mise en place minimum 2 ans, d'après l'INCA. Et s'il y a des petits problèmes entre-temps, ça risque de traîner un petit peu. Mais il faut savoir qu'actuellement, l'exploitation des données des registres que nous avons prend minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Elles sont centralisées au niveau de Lyon, je crois. Et après, elles sont redispatchées pour pouvoir être utilisées. Donc c'est minimum 2 ans les données, et même parfois plus. Hein, presque 50, tu disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc il faut peut-être prendre son temps, aller vite pour le faire, mais surtout aller sûrement. Je crois que sinon, ça serait se planter, en effet. Et donc voilà, prenons le temps. C'est quelque chose, c'est une prospective, c'est presque un pari sur l'avenir, parce qu'on veut faire en effet quelque chose qui, avec l'apparition de l'intelligence artificielle ou autre, parce qu'il y a encore des progrès qui vont venir, on espère justement que tout ça va donner un élan véritable. En tout cas, c'est vrai que tous les oncologues le disent, les données, ça sera majeur pour l'avenir, parce qu'ils ont besoin de faits précis. On parle de science, là. Voilà, donc il faut vraiment avoir ces données. Tout le pari, c'est 1, qu'elles soient fiables, 2, suffisamment rapides. C'est vrai. Et donc, il faut pour ça les exploiter de manière vraiment très précise. Et c'est là aussi où les anciens registres serviront un peu de référence. L'INCA a été challengé, comme on dit maintenant, là-dessus. On lui a bien mis les points sur les i, et donc il faut espérer qu'il ait entendu ce que je crois, franchement. Peut-être qu'on peut rêver, en tout cas, c'est peut-être candide de le faire. Hein. Je suis pas politique et décideur de santé publique, mais voilà, de la belle ouvrage qui pourrait peut-être faire l'objet d'un mécénat. Voilà, j'imagine que des grandes fortunes pourraient se dire participer à la vie, à la création d'un registre national des cancers en France, de faire œuvre publique pour la population française, dans une perspective éventuellement européenne, pourrait être une belle action. Et voilà, je ne sais pas si, comme l'argent manque dans les caisses publiques, peut-être qu'il faut faire appel aux bienfaiteurs privés aussi. Merci à tous les deux. De ce que je retiens, c'est vraiment la fiabilité des données, le maillage qu'on pourra faire, et puis ce traitement des données pour pouvoir avancer. Donc un grand merci Michel et David pour votre témoignage. Alors comme à chacun, vous allez avoir droit à votre petit autocollant d'épices Tédaron. Alors David, tu es déjà un bon ambassadeur de la campagne. Michel, je te le remets aussi. Voilà. Je tiens à remercier, moi, quand même, la présidente de l'Assemblée, parce que c'est aussi grâce à elle qu'on a pu illuminer en bleu l'Assemblée nationale. Elle est très sensible à ces sujets, comme tu le sais sûrement. Ouais. Voilà. Remercions-la. Merci à tous. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Arcades digestives. Nous espérons que cela vous a donné matière à réflexion et que vous en savez plus sur l'oncologie digestive. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. La Fondation Arcade vit de la générosité du grand public. N'hésitez pas à nous suivre et à faire des dons sur le site internet et sur nos réseaux. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont aidés à construire ce podcast.
et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.